Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Alors si vous êtes intéressé, si vous voulez connaître les enjeux environnementaux et les acteurs du milieu dans la Caraïbe, eh bien abonnez-vous à la chaîne, activez la petite notification, comme ça vous serez au courant de tous les épisodes qui sortent. On en saura à peu près toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, on a l'immense privilège et la grande joie surtout de recevoir un des pionniers de la culture caribéenne qui l'a fait rayonner à travers le monde. C'est un des créateurs du mouvement Zouk et du groupe Kassav. Vous avez sans doute deviné, on reçoit aujourd'hui Pierre-Édouard Décimus. On va avoir une émission un peu spéciale. On va parler du rapport entre la nature et la créativité artistique. Et en particulier dans l'esprit caribéen, qu'est-ce que c'est d'être dans la nature caribéenne et d'évoluer en tant qu'artiste? Comment ça se reflète dans notre art? Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbes. Salut Pierre-Édouard, merci d'être venu. Avec plaisir. Je sais que tu as un emploi du temps chargé, on va dire ministre, mais... On dira un emploi du temps. Bon, ok, parfait. Écoute, on s'est rencontrés, on va dire par hasard, s'il y a des hasards, dans un événement culturel, lors de la présentation de ton dernier livre, Pouzote, dans lequel tu as fait figurer une illustration d'un tableau d'une collaboratrice, en fait, ici de l'entreprise à Filao, Jaïma, qui s'appelle... le tableau ne s'appelle pas comme ça, mais ça t'a rappelé la prière des oiseaux. J'aimerais qu'on commence directement avec ça. Tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que pour toi la prière des oiseaux et puis l'histoire autour de ça. En fait, je visitais le vernissage d'une exposition de Jaïma et je tombe sur un tableau, Les Maîtres de l'air. Les Maîtres de l'air, et en regardant le tableau, je vois plus bas, fait par Jaïma à l'âge de 10 ans. Et subitement, je comprends que plusieurs années après moi, j'avais le même âge quand la prière des oiseaux m'avait interpellé. Et je constate le regard d'un enfant de 10 ans par rapport aux oiseaux, la prière des oiseaux. Donc ça m'a interpellé, ça m'a... Vraiment, j'ai fait l'acquisition de ce tableau et j'ai eu envie d'illustrer la prière des oiseaux par ce tableau qui, pour moi, avait beaucoup de sens. Le regard de 2 enfants de 10 ans, beaucoup de 30 ans ou 40 ans d'écart. Et voilà, tout simplement, c'était ça. Alors, il faudra peut-être expliquer la prière des oiseaux. Justement, ouais. La prière des oiseaux, en fait, quand j'étais petit, ça se fait peut-être un peu moins. Maintenant, à la campagne, lorsque j'allais en vacances chez ma grand-mère, à partir de 16h30, 17h, quand on avait une nuée d'oiseaux qui arrivait en même temps, toujours le même rituel. Cette nuée se posait avec comme un chef d'orchestre en face. Ça piaillait pendant à peu près 3-4 minutes. Et au signal de ce chef d'orchestre, dans ma tête d'enfant, pour moi, c'était un chef d'orchestre. D'accord, ouais. Et celui qui était en face s'en allait. Tous les autres s'arrêtaient derrière le pied pendant quelques secondes. Et après, le vol, la volée, le vol d'oiseaux s'en allait. Tous ensemble. Mais nos parents disaient que
ça arrivait, les grands-parents disaient toujours, ah tiens, les oiseaux font leur prière. Hmm. Et ça veut dire qu'il y a soit un parent, c'est une nouvelle, Ok. soit il y a un parent qui arrive, Ouais. soit pour dire qu'il y a un mariage, soit pour annoncer un Ils décès. annoncent une nouvelle. Mais ça annonce toujours une nouvelle, mais la plupart du temps, c'est à l'arrivée prochaine d'un parent qu'on n'avait pas vu pendant longtemps. Ah, ok. C'était ça la prière des oiseaux. C'est Donc, ok. j'ai assisté à ça un jour particulier. Ok. Et ce jour-là uniquement, j'avais l'impression que ça avait une signification particulière pour moi. D'accord. Et moi, qui grandis dans les faubourgs, et ce jour-là, dans les faubourgs, après Tapitre, donc, Mhm. il y a eu la prière des oiseaux. Et j'avais l'impression que cette nuée d'oiseaux, cette prière des oiseaux, annonçait la révélation urbaine. Ah ouais. D'accord. Et on se trouvait dans les années 57, Mhm. 1957, à peu près. Mhm. Et peu de temps après, ils ont annoncé la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Et à partir de 1962, on a vu arriver des gros camions qui transportaient des 15. C'était la rénovation urbaine. Ouais. Et la construction des cités, qu'on connais, appelait ouais. cité Henri IV, c'était la première cité d'ailleurs, c'était Henri IV, Ouais. qui a été inaugurée en 1964. Qui ont transformé la ville, quoi. Transformer la ville. Donc, à partir de ce moment-là, je n'avais que 10 ans. Mais à 10 ans, on se sent comme un grand homme, un petit homme. Et je me suis dit, tiens, j'observe ce qui se passe. Je veux être attentif à la nature. Tu sais, dans les faubourgs, c'était comme à la campagne. C'était des petits bouts de campagne qui s'installaient dans la ville. D'accord, ouais. À tel point que de chez mes parents, lorsqu'on allait au centre-ville, on disait, on va à Pointe-à-Pitre. Ah oui. Alors que tu étais déjà. On est 200 mètres. Ouais, d'accord. Il y avait une frontière entre guillemets. Nous, on considérait comme une frontière le boulevard. Ailleurs, il y avait un canal, l'actuel boulevard Rennes, qui part de la gare routière. Ouais, de Bergevin. Non, non. Devant, Ouais, ouais. Ouais. et qui va vers l'hôpital. Oui, oui, ok, ouais. C'était le boulevard Rennes. Et c'était un canal. Il y avait un canal, et bon, une route qui passait en eau. Ça s'appelait un boulevard, mais c'était à l'époque juste une Mhm. grande route, une rue de toute droite. Et l'hôpital n'existait pas encore. Donc, on a vu arriver. Et que nous, quand on sortait des faubourgs au nord, on allait à Pointe-à-Pitre. C'est comme si on faisait un voyage. On sortait de la campagne, on allait en ville. Et dans les faubourgs, il y avait des arbres à pain. Tu sais, chez mes parents, il y avait une petite basse-cour. Il y avait des lapins. D'accord, c'était. Ouais, d'accord. C'était pareil. Vous aviez un petit jardin créole aussi Il y avait un petit jardin créole, plutôt médicinal Ouais. chez nous, D'accord. mais chez d'autres voisins, il pouvait y avoir des ignames, on pouvait avoir autre chose, des bananiers. Ok. Nous, on avait, je ne sais plus quel arbre il y avait un arbre à pain, c'est sûr. Bref, c'était, avec le recul, je constate que nous avions des petits bouts Mhm. de campagne Dans la dans ville. la ville. Ouais, ouais. Et maintenant, on revient à ça. On essaye de faire revenir les choses à ça. Il parle de ramener des jardins urbains, etc. Je comprends, ayant vécu cela, Mhm. je comprends l'importance de cette démarche qui consiste à vouloir faire revenir un petit peu de vie végétale.
La nature en ville, ouais, c'est ce qu'ils appellent ou ça comme ça. Ouais. En fait, des chants d'oiseaux. Je constate, pour moi, c'est une démarche. Parce que naturel, on répond à un besoin, Oui, je pense. ouais. Je pense. Ouais. Mais je n'étais pas spécialiste. Ce n'est que le regard de Ouais, bien sûr. petit garçon de la ville. Et donc, c'est la première fois que tu as eu vraiment ce flash en voyant ces oiseaux. Que j'avais déjà eu avant. Tu avais déjà vu? J'avais déjà vu plusieurs fois la prière des oiseaux, mais j'étais plus jeune. Donc, j'entendais. Ouais. J'entendais, bon, ça, c'est la prière des oiseaux. Oui, les oiseaux. C'est sûr qu'on fait la prière. Mhm. Un parent va arriver, mais c'était pour les jeunes personnes. Ouais. Un enfant que j'étais attendais Ouais, ouais. plus. Et à partir de 10 ans, bon, on commençait à se porter pour un petit homme. Je prenais dans le vieux sérieux. J'avais ma petite partie dans le jardin médicinal Ok. familial. Je commençais à essayer de retenir les noms des feuilles. Mhm. Et quand j'allais jouer avec mes copains, on s'amusait à enseigner aux autres copains. On s'éduquait. On se disait, Ah, ça ok. c'est telle chose, Ouais. et ça c'est tellement. Mais j'avoue qu'on s'intéressait plus aux fruits qu'aux plantes médicinales. Ouais. C'est meilleur. On apprenait les différentes variétés de mangue, de goyave, de fruits, Ouais. plus que les plantes médicinales. Ouais, je comprends. Ok. Et est-ce qu'à cette époque-là, t'avais déjà la musique était déjà dans ta vie? Indirectement, la musique était dans ma vie parce que mon père était guitariste. D'accord. Mon père était guitariste et dans le quartier, il y avait plusieurs orchestres qui répétaient. Donc, il n'y avait pas de télévision. Mhm. La télévision n'existait pas. La télévision arrive en 1964. Donc, quand on allait voir une répétition d'orchestre, c'était L'occupation ou l'occupation, c'était la détente, la récréation des jeunes et des moins jeunes. Ouais. Et quand les orchestres répétaient, c'était comme une espèce de spectacle. On connaissait les morceaux, on était passionnés. D'accord. Quel est ton premier souvenir justement où t'as pu toucher à un instrument? C'est assez précis, enfin assez précis. Je pense que dès l'âge de 5 ans, je touchais à la guitare De ton père? de mon papa. Mais bon, il est certain que je n'avais pas le droit d'y toucher. Et il fallait faire un petit truc. Mais on m'a déposé rapidement. Quand j'ai commencé à avoir 12-13 ans, j'ai commencé à essayer de sortir des sons. D'accord. On était un peu plus malin. Je m'arrangeais pour toucher la guitare quand il n'était pas là. Donc, Ok. je savais qu'il fallait apprendre. Soit, même si ma mère me disait déposer l'instrument de ton papa, mais j'y allais quand même. Et à partir de 14-15 ans, tous les apprentis guitaristes de la Guadeloupe, Mhm. je ne sais pas pour ailleurs, mais nous, on commençait, il fallait savoir jouer jeux interdits. Ah oui, oui. Quand j'étais petit, c'était ça aussi. Hein. Alors je pense que c'est universel. Ouais, ouais. Et donc on était tous d'apprendre jeux interdits. J'ai fini par apprendre jeux interdits. Mhm. Et en même temps, on maîtrise un petit peu plus la guitare. On ne commence pas à aimer les instruments. Mais j'étais beaucoup plus percussionniste. D'accord. J'étais passionné par exemple parce que on avait les maîtres tambouillés Qui était dans la ville, là. qui étaient dans la ville, sur la place à Mario. Là, c'était le marché, pas le marché principal de Pointe-à-Pitre, Mhm. mais le marché des faubourgs. Tu as dit dans un de tes interviews, la musique est vivante, elle respire comme la nature. Quand je compose, je pense souvent à ce que la terre et les éléments naturels me racontent. C'est une conversation silencieuse. Oui, c'est vrai. Je ne me souviens pas avoir dit ça, mais c'est vrai.
c'est vrai parce que depuis tout petit, je n'étais pas doué pour l'école. L'école ne m'aimait pas trop. Et bon, je ne l'aimais pas trop non plus. Mais bizarrement, quand il s'agissait de la nature, j'étais plus attentif. J'apprenais assez facilement les noms des plantes, des oiseaux. Ce qui se passait, ça me passionnait. Quand il y avait, à l'époque, on disait, après c'est devenu science de la nature, mais ça avait un autre nom, science. Quand on faisait des sciences de la nature, D'accord. ça me passionnait. Ça me Tu as passionnait. toujours été attiré par ça. Ouais. J'ai été attiré par ça et j'avais l'impression qu'elle me parlait. Et assez rapidement, j'ai compris que tout était... Mais c'est le paresseux qui parlait. Étant paresseux, je me suis fait mon cinéma dans ma tête et je me suis dit, tout est dans la nature. La nature, c'est encyclopédie qui nous parle. C'est à nous de comprendre ce qu'il y a dedans. Donc, j'étais attentif. Mais c'était pour me tromper. Bon, je n'étais pas bon à l'école. Donc, c'est pas sûr. Hein. Tu sais, donc j'avais l'impression que la nature me parlait. Il fallait que je me débrouille pour comprendre les messages de la nature. Ouais, mais j'entendais, c'est drôle ce que tu me dis, j'entendais un yogi indien parler l'autre jour et il disait que, pareil, lui à l'école, et il y allait pas, mais il passait son temps à observer, il disait qu'il pouvait passer 1 heure à regarder une feuille, tu vois, et à comprendre les méandres, etc. Et au final, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y a plus d'intelligence, tu vois, dans la nature, à l'observer, que dans les livres. Après, bon, c'est discutable, c'est d'autres types de... Avec le recul, je me dis, j'étais tellement paresseux que j'avais trouvé une manière de contourner. De contourner, d'apprendre des choses. Ouais. Mais je pense que c'était plus la paresse. Est-ce que tu as déjà observé, toi qui joues de la musique et qui aimes la nature, quand tu joues dans la nature, des échanges justement avec les oiseaux ou quoi? Est-ce que tu as déjà observé ça? Non seulement je l'observe avec ou sans instrument. Ok. Je suis persuadé qu'il y a une musique, il y a des ondes, il y a des vibrations dans la nature qui s'adressent à chacun. Mais c'est comme la radio. Là où nous sommes, la France Inter, RCI, il y a tout. Il suffit de prendre un poste radio, ça veut plus une connexion. Exact. Hein? Et on tourne. Tu te mets sur la bonne fréquence. La bonne fréquence, on entend. Donc pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Et, tout est là. Il suffit que la connexion se fasse. On est comme une antenne réceptrice. Et à l'intérieur, on peut entendre ce qui se passe. Même si d'autres n'entendent pas, on peut entendre, je suis convaincu. Alors après, ça n'a aucun fondement, ni scientifique, ni même empirique. Je ne cherche même pas à le démontrer ou à le démontrer quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que quand on perçoit, soit sous forme, soit une musique, soit un texte, soit un message, soit quelque chose qui va vous dire tu cherches ça depuis longtemps, tu ne sais pas où tu as déposé ta montre, va à tel endroit. Donc, ça ne se traduit pas forcément par des mots intelligibles, mais ça peut être voilà. Une intuition ou un ressenti, une intuition, te dire ressenti. Mais je suis convaincu que le ressenti, l'intuition qu'on a, c'est une connexion qui se passe peut-être à des milliers de kilomètres. Et je peux avoir mon frère qui est à Paris ou après, c'est simplement une intuition, tu as ressenti comme ça. Et une fois d'être... Mais quand on est débarrassé de toute pollution,
C'est exactement comme si on veut observer les étoiles en matière de pollution lumineuse. Si on est loin de tout ça, eh bien, on arrive à entrer en connexion avec la nature. Et est-ce que c'est ce même genre de process que tu utilises quand tu veux créer, justement, composer de la musique, aller chercher de l'inspiration? Est-ce que tu fais... C'est comme ça. Ouais. Ce n'est que comme ça. Et d'ailleurs, je dirais, j'aime dire à personne qui m'écoute que tout ce que j'ai pu composer, il n'y a aucun mérite, en fait. Je n'ai fait que capter. S'il y a un mérite, c'est d'avoir su entendre ce que la nature m'a dit, puisque je n'ai pas fait d'école de musique, je ne suis pas allé au conservatoire, et j'ai écrit des chansons qui sont écoutées. Par exemple, je reçois une demande d'autorisation pour un groupe anglais de trentenaires qui vendent des millions d'albums pour un titre que j'ai écrit il y a 50 ans. Ouais, c'est dingue. Et les mecs me donnent l'autorisation de dire, bon, ok, d'accord. Ben, je regarde sur Internet, ils jouent cette œuvre-là devant des dizaines de milliers de personnes. Je dis, mais je n'ai aucun mérite. J'étais à un moment à l'écoute de mélodie qui arrivait. Le seul mérite que j'ai eu, peut-être, c'est d'entendre à ce moment-là. Ouais. Mais n'importe qui aurait pu l'entendre comme moi et faire. Ou pas. Ou pas, certainement. Parce que sinon, tout le monde le ferait. Ouais. Mais j'ai eu la chance, le privilège d'écouter toutes les mélodies que j'ai pu écrire. Et comme je suis dedans, donc je me mets en relation avec la nature, je me débarrasse des pollutions et je me dis, bon, je parle à la pêche des ondes. Wow. Et, je ferme les yeux, il y a quelque chose qui arrive. Et je traduis, je prends rien. Je n'ai aucun mérite. Je ne sais même pas. Le plus souvent, je ne sais même pas ce que j'écris. Je pose des notes. Et les personnes trouvent que c'est agréablement combiné. Ouais. Tant mieux. Mais je dis que c'est dans la nature. Ouais. Je n'ai pas, comme un compositeur qui a fait des années de conservatoire, qui a appris à mettre les notes, les harmonies. C'est de la science. Aussi, C'est de la science. Mais je dis, la science, c'est de la nature. Exact. Quand on regarde, je dis que la nature est tellement bien faite. Oui. D'ailleurs, ce que le commun des mortels appelle Dieu, pour moi, je dis l'esprit suprême originel. Parce que je considère que tout est esprit, tout est... Avant de penser micro, on pense micro. Ouais. Avant de voir le micro. Et même si on doit aller dessiner ou l'inventer, oui, on a eu l'idée. Ouais. C'est sous forme d'esprit. C'est ce que tu veux dire, ouais. C'est immatériel. Ouais. Tout, je suis convaincu que tout est comme ça. Et tout ce qui existe déjà. À l'état, c'est sur le papier, c'est l'état d'esprit. Et il y a un esprit qui est le mélange de tout ça, de toutes les fréquences. Puisque scientifiquement, lorsque nous allons faire un réglage d'une pièce, on va faire un traitement acoustique, on envoie un bruit blanc ou un bruit rose, et c'est le mélange de toutes les fréquences à un niveau. Il ne va pas se taper. Non, mais... Et lui, je ne suis pas un spécialiste. Et l'esprit suprême universel, pour moi, c'est toutes ces fréquences, sauf que le bruit rose, ce sont toutes les fréquences audibles par l'humain. Ah, d'accord, je ne connaissais pas le bruit. C'est de 20 à 20 000 Hz. D'accord. L'orthèse qui s'appelle...
Mais c'est le mélange de toutes les fréquences à un niveau donné. Donc ça donne un bruit qu'on appelle un bruit rose qui permet de régler les appareils. Ouais, d'accord. Enfin, parce que si on parle, L'acoustique d'une pièce, pour pas que ça résonne ou... voilà, je ne sais pas le faire, mais Ouais, je sais que c'est je vois le comme ça que principe, ça se ouais. passe. Donc, le bruit rose, c'est toutes les fréquences audibles. Ouais. Donc, c'est de 20 Hz. Moi, personnellement, je suis sûr que je n'entends pas 20 Hz, mais une oreille très, très experte va entendre 20 Hz, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'humains qui entendent 20 Ouais, Hz. ouais, c'est limite, ouais. Alors, je pense que moi, peut-être que 60-80. Hein? Et donc, 20 Hz serait audible par l'humain, mais 10 Hz, l'humain ne l'entend plus. Non, mais... C'est une vibration. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'elle est pas là, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Ouais. Et donc, pour moi, l'esprit suprême originel, c'est le mélange de tous les sons Toutes les vibrations, ouais, possibles. lumière, tout quoi. Tout. C'est le mélange, et ça, c'est l'esprit suprême originel. Et quand on peut entrer en connexion avec à un moment donné. Mhm. On fait la voix et on peut entendre. Mais ça, c'est empirique. C'est un peu n'importe quoi. Je pense pas parce qu'il y a beaucoup même de grands scientifiques qui disent la même chose que toi, que finalement l'inspiration ou des fois même des formules mathématiques, ça leur vient d'inspiration plutôt que de recherche effrénée, de calcul, etc. Ah, mais je suis convaincu que ça nous met sur la piste. Donc, après, ça ne nous donne pas toutes les solutions, mais on a une piste, après on développe. J'ai une mélodie qui arrive. Oui, après tu construis quand même par-dessus. et- Oui, par-dessus, avec d'autres. Alors, il faut faire, il y a plein de messages. C'est l'inspiration divine qui me dira, fais ça avec tel chanteur plutôt qu'un autre, pas prendre telle guitare. Donc toi, tu es vraiment dans une démarche de te connecter avec toi-même et de... À peu près. Après, bon, je me dis, si ça tant mieux, mais Ouais, en tout cas, je suis à l'aise dedans. ouais, c'est bien. Ok. Je vais le machine très bon. Ah. De ta patience. Il était très mauvais mathématicien à l'école littéraire. Donc, je me réfugie Ouais, sur ce que je peux comprendre. ok. Tu écris des paroles aussi, enfin tu écris des livres, Oui. mais tu écris les paroles aussi. Ouais. Moi, il y a une chanson, d'ailleurs j'étais super aussi content de te rencontrer pour ça, parce que je sais pas si je t'avais dit, mais un des groupes, moi, qui m'a le plus fasciné, qui me fascine le plus encore de Guadeloupe, c'est je pourrais même dire de la Caraïbe, c'est les Vikings. Ouais. Les Vikings de la Guadeloupe. Et J'ai fait partie de t'as fait partie des Vikings, ouais, c'est ça. D'ailleurs, je raconte Jacob Desvarieux avec les Vikings. Avec les Vikings, c'est ça. Donc les Vikings, pour ceux qui connaissent pas, enfin, faut aller écouter, c'est incroyable. Mais le fameux morceau que les Anglais ont repris, Ouais, ce morceau de Vikings. c'est J'ai lequel? écrit pour les Vikings, c'est Pookie. Ok, d'accord. Il va falloir chercher. Ben, je vais t'envoyer par mail. Ah bah Je ouais, vais t'envoyer le lien. ouais. Mais alors, c'est vrai que ceux qui ont réalisé tellement plus beau que ce que j'ai fait, ils se sont inspirés de ce que j'ai pu faire. Ils l'ont repris. Tellement, Ah, oui. t'es content de leur reprise? Ouais. oui, ils me demandent l'autorisation, tout s'est fait derrière, Ouais. il y a le contrat, il y a tout. Mais j'avoue que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment bien. Ah mais ça c'est bien parce que des fois c'est pas à la hauteur mieux que ce que de... j'ai fait. Ah ouais, tu trouves? Ah ben, Ah oui, je suis curieux de voir ça. Et moi, il y a une chanson que j'adore et c'est pour ça que je veux en parler parce qu'il y a ce lien avec la nature. Je sais pas si c'est le titre de la chanson, mais ça dit Zakala Kateleman. j'ai raté les mots. Ouais. Oui, alors, c'est très, très nature. C'est une chanson de soprano. En fait, il a fait une chanson pour dire que c'est un crabe. C'est ça. C'est les agayas. Ouais. C'est les petits crabes bariolés. Tous sont tout petits. Ils sont bariolés. Noirs et blancs, on les voit Ah, ok. sur les roches. Ah oui, d'accord, ouais, c'est les crabes de plage, enfin de... Crabes de plage, c'est ça. Mais tout petits. Et alors, quand on est petit, on va jouer. On prenait les plus gros, on jouait au Robinson Crusoe. Et on faisait des sauces. Il y en avait beaucoup. Ok. Donc, et
Lui, il a fait une chanson sur ça, mais quand il a fait le texte, il dit Zagaya, c'est peut-être 5 ne coulait pas un sucre. Ouais. Il a allongé pour avoir le nombre de pieds. Il a vraiment allongé. Il a raté les voix. Ouais. Et donc, il a inventé. Ouais. Mais c'est pour. Et c'est l'histoire d'un crabe. C'est l'histoire d'un crabe. Ouais. De mai à partir du crabe. D'accord. C'est ce mec qui l'a inventé. Ouais. Un peu les gens pensent que c'est tout juste, mais c'est lui qui a inventé ça. Ouais, c'est une chanson incroyable. Ouais. Et musicalement, ça part dans des vagues, comme 2 ou 3 parties dans la chanson. C'est assez dingue. On était des fous. Ça fait d'expérience. Et tu vois, justement, c'est ça. Je vois dans les sujets des chansons, mais même dans les instruments aussi, parce que finalement, ça dérive un peu aussi de la musique carnaval. Vous utilisez des fois le conque, enfin, il y a les tambours, c'est sûr, les chachas. On fait je dis souvent, le groupe Kassav n'existe qu'à partir de 1984, 1985. Mais les premiers albums estampillés Kassav, c'est 1979. Tout simplement parce que un titre s'appelle Kassav. Oui. Ouais. C'est un titre qui s'appelle Kassav. Et après, on a dans j'étais dans une démarche où je voulais m'affranchir de Viking. Je ne sais pas pourquoi, non, c'était un peu weird, mais bref, c'était une sorte d'affirmation identitaire. Et subitement, je me suis dit, bon, c'est normal, je n'ai ni les yeux bleus, ni les cheveux blonds, pourquoi on est Viking? C'est vrai que le nom était... le nom. Alors que ça n'avait rien à voir. Ouais. En fait, c'est Viking parce que la personne qui a eu l'idée de faire ce groupe, c'est Fred Oragos, qui est arrivé, il est parti faire des études d'architecture à Paris. Mais arrivé à Paris, je pense qu'il a été plus passionné par les groupes de rock. J'ai eu l'idée D'accord. au Club d'Euro Ouais. de l'époque. Et il est revenu, je ne sais pas, il n'a pas continué, il est rentré en vacances avec une guitare électrique. Là, c'est la première guitare électrique qu'on voyait. Une vraie sono, parce qu'avant, on chantait sur des trucs de conférence. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est la bouillée, ça n'avait rien à voir, une sono. Et Fred revient avec une sonomyalgie, avec les réverbérations, et fasciné. Il a voulu monter un groupe. Mais comme il est du carénage, et le club Restar de Pointe-à-Pitre avait beaucoup de supporters au carénage. D'accord. Donc, lui était supporter de Red Star. Son papa était président de Red Star. C'était le club des pauvres. Donc, le club de la petite bourgeoisie guadeloupéenne, c'était Good Luck, la solidarité scolaire. D'accord. Ok. Red Star, c'était populaire. Ouais. Populaire, voilà. Donc, nous, on était Red Star. Il revient, mais quasiment le temps, il y a la première personne qui a une émission créole à l'ORTF, c'est quasiment le temps. D'accord. Et quasiment le temps avait une émission par semaine, le samedi, où il pouvait parler créole. Ok. Donc, à créole, il avait donné un surnom à chaque club. Ok. Donc, le groupe de Bastia, il y avait comme Gaulois, pour la Gauloise, il y avait un autre, c'était les gentilshommes, il y avait les Vikings, c'était les Vikings. Enfin, les Stars, c'était les Vikings. D'accord. Donc, pour supporter les Vikings, ah oui, d'accord. On est devenu... Ok, les Vikings, c'était pour supporter l'équipe. Red Star. Ouais. Alors, c'était un clin d'œil aux supporters. En fait, c'était les supporters de Red Star. Ouais, ok. Qui étaient les Vikings. Donc, vous venez de les Vikings.
Ok, donc vous aviez déjà, en fait, c'est un peu, vous aviez la sono, vous aviez déjà un peu les gens qui étaient là pour écouter, le public. Fredo Cabas, il est venu avec sa sono. Ouais. Donc, ils ont commandé. Mais quand il est arrivé, il jouait du lit. Ah ouais, parce qu'il arrivait de Paris. Il était de Paris avec pas de délai, Ok, ouais. avec du temps plante, Ouais. tout ce qu'on veut. Donc, il a créé son groupe. Ok. J'arrive quelque temps, peut-être une semaine après ou deux. Donc, je suis Viking. Et je reste. Mais Viking a eu beaucoup de succès. Mhm. Et un jour, des musiciens professionnels comédiens. Et chaque semaine, il y a des familles qui arrivaient, des touristes, qui voyaient un groupe pour la première fois. Le groupe. Et ils applaudissaient, ils disaient bravo, comment il faut s'appeler. Donc on disait Viking, ça passait. Jusqu'au jour où une famille était là à applaudir. Et quand on a dit les Vikings, avec un grand sourire, il y a une petite fille, à peu près 10-12 ans, qui dit ah, maman, les Vikings. Et j'ai vu là les yeux de l'enfant qui avait une bizarrerie. L'enfant a dit mais comment il faut s'appeler Vikings? Ils sont pas blancs. Ils sont pas des vrais Vikings. Et moi, en tout cas, l'enfant a peut-être dit ça. Autre chose. Ouais, mais toi, tu l'as interprété comme ça. Je l'ai interprété comme ça. Ouais, tu l'as compris comme ça. Donc, tu t'es dit, il y a un décalage là. Il y a un décalage. Lorsqu'on s'est arrêté à la première séquence, je dis à mes collègues, écoutez les hommes, il faut changer de l'eau, on ne peut pas être viking, tu vois. Il y a des blancs, il y a des touristes, on est viking, ça ne va pas. Ils me disent, mais je suis malade. Vous êtes déjà connu. On est connu. Les vikings avaient joué à Paris, au Hall de Paris. Ah oui, d'accord. Les Halles de Paris. Ah oui, d'accord. C'était italien. Non, c'était pas encore. C'était Châtelet. C'était les anciennes halles. Ah oui, d'accord. C'était les anciennes halles à Châtelet. Et au sous-sol, il y avait des salles. Et on avait mis dans un bal, le pavillon 12. Un des pavillons, on avait pu mettre plus de 8000 personnes. Waouh! À l'époque. C'était énorme déjà. C'était énorme. Le Zénith, c'est 6000 et quelques. Mais ouais. Donc vous aviez fait une scène comme ça avec 8000 personnes? En bas, mais dans un sous-sol. Le plafond n'était pas très haut, mais c'était un bain, c'était des balles, c'était pas des spectacles. Donc, mais quand j'analyse, on n'avait pas plus de mérite. C'est vrai que les Vikings avaient du succès, avec Zara Télément, avec un certain nombre de morceaux à succès. Mais en fait, quand on analyse, en 1970, quelque temps après le Bumidum, il y a des gens qui étaient partis sans billet de retour et qui n'avaient pas revu une ambiance de bal pendant tout le temps. Donc, quand ils ont entendu que le groupe, c'est la première fois qui arrivait de Guadeloupe. En fait, dans des Antilles, à peu près, ils sont tous venus pour voir, pour revivre un peu. L'ambiance. En fait, on n'avait pas de mérite particulièrement, mais c'était le groupe à succès. Et il y a eu 8000 personnes le samedi, plus de 8000 le dimanche. Ouais. 2 jours, on est resté un mois à Paris. Ah ouais, et ok. Tous les week-ends, on jouait dans les mairies, c'était plein à craquer. Donc, mais il faut savoir qu'après nous, tous les groupes sont rentrés et ils ont fait la même chose. Ah oui. Les Maxiès, les Grand-Mères, les groupes martiniquais, les groupes guyanais, tous les groupes, puisque personne n'a eu l'idée d'organiser un bal avec un groupe qui arrive, mais le gars a gagné tellement d'argent, donc ça a été une espèce de mine d'or. Donc plein de gens ont fait ça, à tel point que ça s'est dégradé, puisqu'on a eu des apprentis organisateurs. On lançait là-dedans pour ça savoir-faire. Hein. Ça savoir-faire. Après, il y a eu des combats, il y a eu même il y a eu un beau jour. Coup de fil, bref. D'accord. Comme quoi, le nom, finalement, Viking, il a peut-être aidé à traverser la mer avant les autres. Hein. Il a peut-être été traversé. Et je dis, quand l'enfant est arrivé, que l'enfant a passé à autre chose, mais j'ai eu une inspiration, une voix qui m'a parlé, qui m'a dit... C'est fini.
Ou cherche un autre mot. cherche autre chose. Ouais. Et à partir de ça, j'ai mis plein de mots, je l'explique dans le livre. J'ai mis Tum Black, Maracuja, tous les mots créoles qui avaient un K, S, puisque j'avais lu parallèlement l'histoire de Goldorak qui dit que le mot Goldorak a été trouvé par l'ordinateur parce que les concepteurs ont dit à l'ordinateur, trouvez-nous un mot à succès. Et l'ordinateur a dit, enfin j'avais dit, ouais. Un mot à succès, il faut qu'il y ait un S, un V, un K, G. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je lis cette histoire-là. Ok. Je dis, ah, ok, d'accord. Donc, je vais prendre... Ça a eu du succès parce qu'il y a deux C'est V, il y a K. un K, il y a un G. Donc je me suis bien chercher des mots créoles Qui avait... qui avaient à peu près les mêmes consonants. J'ai fait Maracuja, Tum Black, plein de choses. Et Dorasav. Qui est devenu... Qui est... C'est plus... C'est marketing. Mais ça va. Ouais, non. Ça va, c'est... Je me suis dit, bon, s'il faut un mot à succès, bon, ben, on va faire un C'est succès. court, ça reste en tête. Alors, là où j'ai trouvé l'histoire, ça dit qu'il faut pouvoir rattacher à ce mot-là une histoire pathétique. Et je me suis rappelé quand j'étais petit dans les faubourgs, un jour je suis allé jouer, il y a une voisine qui faisait la cassave. Ouais. Et il fallait râper le manioc et le jus de manioc. Mais j'étais petit, je ne savais pas ce que je faisais. J'allais pour jouer dans le jus de manioc. La voisine a crié comme si c'était... Elle dit, ah, mais il ne faut pas jouer dans ça, ce poison. Ce serait maintenant, avec mes arrière-petits-enfants, même à 3 ans, l'enfant dirait aujourd'hui, attends, ben, tu me dis de ne pas toucher à ça et on mange la raisin. Il y a un problème. Ah ouais. Mais à l'époque, on ne contredisait pas Oui. une personne. Non. Ouais. Donc la personne, elle a dit ça, mais la fois que j'étais... Je me suis posé la Et puis, question. c'est pas normal. Enfin, il y avait quelque chose qui clochait. Il y a quelque chose de cloche, je me dis de ne pas toucher à ça, mais il fallait pas ça. Ça mine, désolé, comme si c'est le soleil. Aussi, elle nous tombait sur la tête. Je me crois, je vais jouer d'un truc. On mange à ça, on mange à Où est le problème? J'ai appris bien longtemps après que en fait, l'arsenic, tant que c'est pas tué, c'est l'arsenic qui disparaît à la cuisson. Elle avait raison là-dedans. Mais une fois que j'étais, en fait, quand on lit les histoires de cassave à l'international, même au national, partout c'est marqué, c'est une galette qui est populaire aux Antilles, et il faut savoir préparer parce que Ça peut être dangereux. ça peut être dangereux. Ouais. On peut mourir et on peut... Donc c'est tout simplement à cause de ça. Parce que j'avais raconté l'histoire. Mais, ah oui, d'accord, mais c'est bon aussi pour le nom, du coup. Ça me fait que ben, pour la notion, c'était bon. Ouais. C'est le côté pathétique. Ouais. Il y a le K, le S, le V. C'est rien. Excellent. Excellent. Et alors, du coup, ouais, c'est ça. Donc là, c'est là que tu as commencé à expérimenter. C'est la nature, oui. Ouais. J'ai commencé à faire des expériences. C'est vrai que musicalement, avec les Vikings, on était déjà un peu turbulent. On n'aimait pas ce qui se faisait avec les vieux. Donc on était le groupe de jeunes, en fait. Parce qu'on faisait, on sortait du cadre Ouais. de ce qu'on faisait. C'était déjà fusion. C'était déjà fusion, c'était déjà réactionnaire. Ah ouais. Donc, c'était là, je ne fais que continuer avec Kassav, simplement par rapport au mot. Mais je commence le Sud Florence, Jacob joue, qui est populaire maintenant, c'est un titre qui m'est venu avec les Vikings. Et la première interprétation de Sud Florence, c'est un album des Vikings avec Jacob. D'accord, ok. Donc c'était le pont entre les deux. Et à propos d'expérimentation, tu continues aussi toujours? Non, t'as arrêté complètement? J'ai arrêté parce que je me dis, franchement, je suis encore jeune, entre guillemets, mais à 77 ans, je pense que j'ai donné l'envie à ceux qui sont là maintenant, qui ont 30 ans au moins, l'envie de faire de la musique. Ouais. Ces gens qui ont 40 ans, 30-40 ans maintenant,
les parents ont accepté qu'ils fassent des études de musique, contrairement à nous. Parce que Ouais. même quand on allait faire des études, il fallait faire des études sérieuses. Ouais, comptable ou ouais. Comptable, médecin, avocat. Ouais. Et à partir de Kassem, des parents ont accepté que les Ouais, enfants fassent des études oui. de musique. On a des gens comme Arnaud Dolmen, on a Sonny Troupé, plein d'autres Ouais. qui sont allés par rapport à ce que nous avons fait. Ouais. Ils ont appris, Ouais. ils ont fait des études. Ce sont des merveilleux musiciens. Je dis que la musique, Guadeloupéenne n'a plus besoin de moi. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et tu as... Ça a donné des musiciens Ah, ouais, incroyable. Ouais. incroyablement bons qui sont opprimés. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas croire que je dis moi, celui qui veut faire les choses. Je suis à leur disposition, je suis avec eux, mais je ne fais plus de D'accord. recherche. Je dis, bon, ce que je veux chercher, c'est déjà. C'est déjà trouvé. Ok. J'avais vu que tu avais fait un peu justement un travail avec Franck Nicolas, avec les conques et des instruments. Alors, Franck Nicolas, c'est la nature. C'est ça. Et c'est ça qui me passionne. Mhm. J'ai trouvé extraordinaire. Avant, on utilisait la conque pour faire un son, mais un bruit. Mhm. Et Franck, avec Martial Rancé et l'université des Antilles à Fouillol, ils ont organisé, c'est devenu un instrument. Aujourd'hui, on peut acheter une conque en do, en fa, en ré. Ah ouais, oui, d'accord, ouais. C'est Déjà un véritable préparé, instrument de quoi. musique Ouais. qui joue des mélodies, Oui. ça existe, je vais te l'envoyer aussi. On a fait un concert. On a présenté le concept à Martinique, à Paris, à la Foire de Paris, il y a 2 ans. Mhm. Moi, j'ai dit donc, on continue. Mais bon, je laisse travailler les gens. Ils font de magnifiques choses. Ouais. Et le pianiste, c'est Grégory Privat, qui vient d'avoir le Grand Prix Charles Cros. C'est le pianiste avec lequel on a travaillé sur ce D'accord. concept autour des conques. Ah ouais, ok. Et je me demandais justement à propos de conques là, si tu connaissais le groupe Vim et Rudy Benjamin. J'ai Rudy Benjamin, paix à son âme, Ah. c'est un immense chercheur. Mhm. On a beaucoup travaillé ensemble. Ok. D'ailleurs, il a revisité un de mes titres et qu'il a fait tellement mieux que moi. D'ailleurs, que j'ai repris ce qu'il avait fait. Ah bon. Ok. Oui, Rudy Benjamin, c'est la symphonie porcelaine. C'est un exemple de transmission de tout. C'est Et ça me prouve la puissance de la nature. c'est magnifique. Il a eu, j'ai vu, il a fait une interview justement cette année, un peu avant le carnaval, où il expliquait tout le lien spirituel entre la mer, le conque, la musique, etc. C'est un lien réel que je ne sais pas expliquer. Mhm. Lui, il explique mieux que moi. Mais quand on regarde l'intérieur de la conque, la spirale, on retrouve la forme des eaux, on retrouve la forme. Mais la nature a tellement de choses à nous apprendre. Je pense que nous devrions prendre un peu plus de temps pour trouver les réponses de nos problématiques actuelles, mais à tous les niveaux, Mhm. dans la nature. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'il faut tomber sur les bonnes fréquences. Mhm. Mais il y a tellement de travaux qui sont menés, des podcasts comme celui-ci. Parce qu'on dit aujourd'hui, parce que je suis persuadé qu'il y a des chercheurs qui ont été interviewés, mais il y a beaucoup de choses qui existent sur les réseaux Mhm. pour nous apprendre à mieux, peut-être pas apprivoiser, mais comprendre, Ouais, appréhender. ouais, On dirait. complètement. Mais en fait, on est dans un moment où, de toute façon, toutes les grosses inventions, l'avion, les nids d'abeilles, enfin, il y a énormément de choses qui viennent de la nature. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on est à un moment où je trouve qu'il y a une prise de conscience entre les savoirs traditionnels qu'on pensait être complètement
déconnectés de la science et la science qui vient les prouver. On a reçu une agroécologue il y a quelques mois maintenant, et elle nous disait que dans son association, il y avait une ancienne avec elle qui lui disait tout le temps ah, mais cette plante-là, il faut que tu la mettes avec celle-là. Et quand elle lui disait mais pourquoi, elle disait ben je sais pas, mais elle me parle. Les plantes me parlent et ça marche ensemble. Et ce qui se passe, c'est qu'après, les scientifiques font, voilà, ils font des mesures, des échantillonnages, ils disent ok, c'est l'azote qui fait ci, qui fait ça, etc. Et c'est pour ça que je comprends que la nature est la perception empirique n'est pas loin de le travail scientifique. La perception empirique va orienter le scientifique pour aller démontrer, chercher. On a tous besoin, on est interconnectés, interdépendants. C'est le respect réciproque qui va faire que les choses vont avancer. Il ne faut pas que celui qui a la science de la nature empirique se croit supérieur au scientifique. Ils ont deux missions différentes, complémentaires. Lui, il va percevoir, il va ressentir, il va mettre le scientifique sur la voie et le scientifique va aller plus loin. De toutes les parties, s'il y a un qui déconnecte, la nature est tellement plus forte. Ouais. J'aime à dire que quand on me parle de réchauffement climatique, je dis ça a toujours existé. Mais les dinosaures ont disparu. Non. Ont disparu, certes, mais les dinosaures n'ont pas disparu, ils se sont transformés, ils se sont adaptés. Parce que j'ai lu quelque part que la poule, c'est un dinosaure qui est transformé. Donc, c'est vrai que nous devons être prudents, faire attention au réchauffement climatique. Mais il suffit qu'il y ait une éruption volcanique avec un nuage qui fait le tour de la Terre pendant un mois. La température va chuter de 10 degrés et il n'y aura plus ce problème. Donc, laissons faire la nature, mais soyons attentifs à notre quotidien par des gestes simples, en respectant la nature. La nature nous dit, je passe tous les jours qu'il ne faut pas gaspiller parce qu'elle montre comment il ne faut pas gaspiller. Elle montre comment, quand elle a fait beaucoup, elle sait pourquoi elle a fait beaucoup de manque. Il y a subitement beaucoup de manque qui tombent, mais c'est à nous de savoir quoi faire. Comment les prendre, les préparer, attendre longtemps. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements, je ne suis pas fait de leçons ce soir, mais je suis convaincu que la nature nous parle, nous donne des enseignements, et tout est dans la nature. Et j'ai compris que dans la nature, c'était la complémentarité du contraire, puisque le plus et le moins existe. Déjà, le positif et le négatif existe dans la nature depuis la nuit des temps, et ça cohabite bien ensemble, mais dans le respect des polarités. Le respect, il faut simplement respecter les règles. Et quand j'arrive ici, je sais que je dois dire bonjour, bonsoir, et je dois pas, je dois respecter le lieu. C'est tout bête, il n'y a rien de compliqué. C'est nous qui compliquons peut-être les choses, des fois. Mais si on observe tout simplement la nature, en faisant des choses simples, et la fatigue aussi fait partie de la nature. Quand on est fatigué, il faut se reposer. Il ne faut pas forcer. C'est plus que ça. Il y a des gens qui sont capables de travailler 10 heures parce que la nature leur a donné la capacité. Et ce sont des gens qui ont des missions particulières. Et justement, là, à propos de ça, d'être connecté avec la nature, avec ce qui se passe autour de toi, etc., quand tu fais ta musique, ou quand tu l'enregistres, ou quand tu la joues, du coup, ça crée une musique qui, potentiellement, quand tu l'écoutes, te fait du bien. Et si on va, tu parles d'opposé, si on va à l'opposé, si on prend une musique qui est faite complètement avec des machines, elle peut te faire du bien, elle peut te faire... Comment est-ce que toi, tu vois ça, l'arrivée,
Tu sais, moi, je vois vraiment un lien entre la connexion à la nature, la musique organique, naturellement jouée en connexion avec des humains, et puis en mettant, on va dire, la modernité, la ville, et la musique électronique, les machines, sans dire qu'il y en a une qui est bien, une qui est mal. Mais quelle est ta vision de cette évolution? Ma vision de l'évolution de la nature, de la musique, euh, on prendra la musique actuelle, mais la musique électronique. C'est vrai que dans les années 80, 85, l'industrie nous a vanté les mérites du numérique. C'est pur, il n'y a pas de bruit. Sauf que l'industrie a oublié de nous dire que ça rabotait. Tout ce qui est au-dessus de 20 000 lettres, c'est coupé. Tout ce qui est au-dessus, c'est coupé. Dans la musique naturelle traditionnelle, il y a des harmoniques qui utilisent des infrasons qu'on n'entend pas à tel que tel, mais qui se portent certaines fréquences, qui donnent un son plus agréable. Plus chaud. Tout ça fait plus chaud parce qu'il y a des choses qu'on n'entend pas, mais qui sont là. Ouais, comme on disait tout à l'heure, ouais. Comme on me disait. Et par contre, dans la musique électronique, c'est raboté. Le numérique, c'est des zéros et des 1, et c'est faible. Dans leur langage, c'est 24 bits ou 16 bits. Et tout ce qui est au-dessus, c'est coupé. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas la poussière qu'il y a dedans, on n'a pas le souffle. Aujourd'hui, on va chercher des vinyles parce que y a ce petit côté imparfait qui donne, mais c'est nous. On n'est pas parfait, on est. Et au début, ça nous a fasciné, ça nous a fasciné parce qu'on n'avait rien et puis boum, ce qui arrivait. C'était fascinant, tout le monde était beau. Mais après, quand on a commencé à être nous-mêmes, ce qu'on appelait des impuretés, en fait, c'est la nature. Simplement, mais il faut que ce soit bien dosé. Ouais. Pour moi, la nature, c'est le respect du bon dosage. C'est un bon équilibre. Et c'est l'harmonie. La musique, c'est l'harmonie. Dans la nature est toujours harmonieuse. Quand j'arrive dans la nature, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de chant faux. L'oiseau ne chante pas faux. Mais sauf qu'il y a une harmonie, il y a une délicatesse, une subtilité. Je pense qui nous parle, qui est avec nous, tout simplement. C'est-à-dire que la musique que tu crées, il faut qu'elle arrive à se mettre au niveau quand elle touche l'homme, il faut qu'elle arrive harmonieuse. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un monde industriel, archi-industrialisé. Donc, le jeune qui est né il y a une vingtaine d'années, il est né, ce sont les adultes qui ont mis dans ses mains des personnages de plus en plus réels. Et quand l'enfant joue à tuer le personnage qui est de plus en plus réel, on ne s'est pas rendu compte que peut-être, je dis bien, que l'enfant, à force de tuer des personnages qui sont sur sa tablette, et de plus en plus ressemblent à la réalité, quand il arrive, son tir, parce qu'il est encore dans le jeu. Ouais. C'est peut-être un raisonnement simpliste, mais je pense qu'il y a un peu à vouloir trop inventer, imiter trop parfaitement la nature, on peut tomber dans des dérives. Exactement, et c'est vrai que là en plus on en parlait tout à l'heure, on est dans une période où ça devient de plus en plus proche avec l'intelligence artificielle et on a l'impression de parler à des humains, c'est pas des humains. C'est pas des humains, mais je l'ai fait, on m'a envoyé un extrait de documentaire qui m'a été consacré Canal+. On m'envoie un extrait où je parle en anglais, en allemand, en espagnol. Je ne connais pas un mot d'anglais, un mot d'allemand. Mais avec ma voix, avec les labiales, c'est fou ça. Je dis, attends,
c'est vrai. Mais je pense qu'il y a la possibilité, et à force, aujourd'hui, ça nous impressionne. Mais dans 1 an, dans 2 ans, à force on va détecter, on saura très rapidement Si c'est vrai ou faux, on va le sentir. on va le sentir comme pour la musique. Ouais. La musique, quand on entend aujourd'hui un violon joué sur un ordinateur, on sent tout de suite que c'est pas tout à fait un violon. Et ça devient de plus en plus difficile à distinguer, je trouve. C'est vrai que mais à force de s'y habituer, Ouais, tu vas... Ouais, tu le sens. on saura très rapidement que, oui, d'accord, ça c'est... Je pense. Ouais. Je pense que la nature, il faut être en harmonie avec la nature, essayer de limiter tant qu'il faut. C'est vrai que je ne peux pas vouloir vivre comme en 1965 dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés, il faut loger tout le monde, et on ne pouvait pas mettre tout le monde sur... Il fallait construire un hôtel, mais il faut savoir les gens garder. Il ne faut pas perdre, je pense que les inventeurs ne doivent pas perdre que, OK, le maître, c'est la nature. OK, on fait tout pour nous faciliter la tâche, mais on ne sera jamais la nature. On doit être à l'écoute de la nature. Le fonctionnement doit... Pour moi, je suis dans une relation où il est nécessaire de respecter la nature. Mais c'est mon point de vue. Aucun argument. Ouais, c'est notre berceau. Hein. On vient de la nature. Il faut respecter et faire avec. La nature donne toutes les possibilités. La personne qui est artificielle, cette personne vient de la nature. Oui. C'est bien l'être naturel. Avec son intelligence que la nature lui a donné. Après, il faut faire des expériences, mais ne pas tout vouloir faire à la place de la nature. Puisqu'on ne sera jamais la nature, il y a trop de paramètres dans la nature pour limiter. Je pense que c'est... Comment est-ce que tu vois l'évolution justement maintenant quand tu écoutes ce qui se produit actuellement, les jeunes artistes, même justement guadeloupéens ou caribéens? Est-ce que... Ce qui se produit aujourd'hui, c'est différent de ce qui se produit il y a 10 ans. Oui. Il y a 10 ans, c'était une génération qui découvrait le numérique, qui découvrait les instruments robots. Et puis, cette génération, comme je le disais, dans un monde industriel où le tempo est différent, ils s'adaptent, c'est normal. Ils se sont adaptés. Après, ils sont en train de revenir aux fondamentaux. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la musique traditionnelle. Ouais. Dans le coquin, en un domaine, ils sont trompés. Ce sont des enfants du coquin qui sont allés. Après, il y a de plus en plus, il y a d'autres qui viennent. Et pourquoi ils se distinguent par rapport à ce qui se fait? Parce qu'ils ont un petit plus de naturel que l'apporte le coquin. Tout ça. Ils ont quelque chose de différent. Je ne dis pas ce n'est ni mieux ni moins bon. C'est quelque chose de différent qui fait quelque chose qui fait que j'aime le batteur guadeloupéen qui a le coca à lui, qui va rencontrer un pianiste français. Ils vont tellement se donner des choses, il faut se connecter, il faut dire, ah tiens, mais c'est fabuleux ce que j'entends. Il va créer. Donc ça crée une émulation qui donne quelque chose d'exceptionnel, mais c'est pas parce qu'on veut un meilleur que l'autre. C'est parce que chacun amène ça. Se touche que la nature guadeloupéenne lui donne. Sa mangue, son fruit à pain, son bête-mère, s'il arrive. Il est pétri de tout ça. Même le preneur de son, quand on arrive, on a de jeunes preneurs de son qu'on appelle à Sydney.
Ok. C'est là que ça le fait venir jouer. De Guadeloupe? De Guadeloupe. Ah ouais, même, tu veux dire, même au niveau de la technique du Même son? au niveau de la technique. Il y a, Parce qu'il il y y a... a une perception, il y a quelque chose qu'il entendra. Ah, Et qui va. Il est lui, c'est tout simplement. Pour moi, il n'y a rien de scientifique dedans, ouais. mais il a son oreille, Ouais. ses oreilles sont faites de manière à trouver une harmonie différente quand il fait le mixage, quand il mixe son son, il donne une vibration, il y a quelque chose. Le technicien fait partie intégrante de la création. Ouais. Par exemple, le son du groupe Cassel, pour moi, est intimement lié à Didier Lozaïque, qui arrive avec nous dans les années 83-84. Le numérique vient d'arriver, mais on a de plus en plus de studios qui s'équipent en numérique à Paris. Il est plus jeune que nous. Aujourd'hui, il doit avoir 50-60 ans. Donc, il a 17 ans de moins que moi. C'est quand même une différence. Les techniciens ne se voient pas, mais il vient avec une jeunesse, un son international, puisqu'il est européen. Il a adopté. Ouais. Il a voulu, il s'est dit, OK, ces gars-là font quelque chose. Donc c'est une rencontre. Ouais. Donc c'est une rencontre. Donc il amène sa touche technique. Ouais. Et je pense que si on avait parlé Didier Lozaïque à ce moment-là, on n'aurait pas réussi de la même manière. Ouais. C'est possible. Ouais. Je suis convaincu que si Didier m'attend un jour, là, c'est le dire. Excellent. Bah écoute, je suis très content de cet échange. Est-ce que tu... J'espère que les auditeurs habituels vont se dire, mais qu'est-ce qui est venu nous? Non, je pense... On est venu entendre la nature, le fruit à pain, le colombo, là. Et là, on n'a pas de son, de vibration. Ouais, mais si. Non, je pense que oui. Bah, ils nous diront dans les commentaires, vous nous direz si on a fait hors sujet. Je pense pas. Si vous êtes déçus, excusez-nous. Si vous êtes déçus, regardez autre chose, faites autre chose. Voilà, excusez-nous encore. Est-ce que tu as une actualité ou quelque chose que tu aimerais dont on fasse la promotion, qu'on mette un lien ou, Ah oui, tiens, mais ça peut tomber bien. Alors, je suis en train de travailler avec un pâtissier guadeloupéen qui a évolué en Italie, en Allemagne, et il a inventé une recette de macarons de manioc. OK. Par rapport à cela, je lui ai dit, tiens, ça m'intéresse. Donc, on va faire des macarons de manioc qui seront présentés sous le label Cassavrise by Pierre-Édouard Décimus. Génial. Et d'autres trucs, c'est si vous voyez dans les aéroports, dans les duty-free, il y aura des coroners, des présentoirs avec macarons de manioc. Et macarons de manioc, la recette que je préfère, c'est macarons de manioc à la rose de porcelaine. J'ai appris avec lui que la rose de porcelaine, c'est de la famille du gingembre. Ah oui. C'est un peu... D'accord. Voilà, ça a les mêmes propriétés. Et donc, il y aura toute une gamme de macarons de Guadeloupe à l'international. Et j'aime bien ces créateurs qui vont plus loin, mais c'est toujours le manioc. Complètement. Rassurez-vous, il n'y aura pas l'arsenic dedans. Ça sera bien fait. Ça sera bien fait. Ça sort quand, ça? On espère pour le mois de janvier. D'accord. Décembre, janvier. Eh ben, nous allons voir. Et je vais vous en apporter. Écoute, avec grand plaisir. Je vais amener même un petit paquet pour Jaïma. Ah, écoute. Jaïma et tous ses collègues. Super sympa. Eh ben, écoute. Voilà, l'actualité. Et par rapport à ça, sur le plan musical, comme je disais tout à l'heure, je pense que
les jeunes, enfin des jeunes, ceux qui sont un peu moins jeunes, qui ont 50 ans, aujourd'hui, ont une création tellement riche que je pense que ma création n'est pas indispensable. La musique guadeloupéenne, la musique caribéenne est bien représentée aujourd'hui. Donc, je vais faire une espèce de compilation avec des chansons que j'ai eu à composer et qui ont été reprises à l'international. Notamment, il y a Jimmy Buffett, qui est un Américain qui fait du country et qui a repris Oulé, qui est une chanson de Jacob et moi. Et il a appelé la chanson Tipoche Café. Ah ouais? Et je trouve que ce nom-là est très beau. Il a invité une chanteuse, Angélique Kidjo, aux États-Unis. Ouais. C'est une création magnifique. Je vais envoyer tout ça pour... Écoute, avec grand plaisir. Et c'est assez temps. Comment nos musiques... Elles évoluent, elles se transforment. Elles évoluent parce qu'il y a quelque chose de nous, de nous. La Guadeloupe est multiple. La Guadeloupe, c'est la Guadeloupe. C'est ce qui fait sa richesse. Et je pense que quand on va la construire dans le respect réciproque de toutes ses composantes, on va faire de grandes choses. Si Dieu veut. Dieu le voudra. Dieu le voudra. Mais je dis, aujourd'hui, je dis l'esprit suprême originel. Yes, exactement. Merci beaucoup, Pierre-Edouard. C'était un plaisir. Pour moi, c'était un plaisir. Et j'espère qu'on n'a pas trop dépassé. Non, on est bon. On est bon. On a, je pense, l'invité suivant qui arrive. Et écoute, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et on se voit bientôt. Merci, Pierre. Génération Caraïbe, Pierre. le podcast. Yes. Régénération Caraïbe, le podcast.